émission de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Les débats de Pierre de Touche. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 70e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France, que nous consacrons aujourd'hui au changement climatique et ses conséquences, qu'elles soient humaines, sociales et politiques. Alors, l'humanité est confrontée aux effets du changement climatique. Ceux-ci se font sentir à différentes échelles et mettent en jeu notre relation au monde et à l'autre, nos systèmes politiques, économiques et sociaux. Ils sont déterminants dans la plupart des décisions publiques mondiales ou locales et imposent à l'action politique de se projeter sur une temporalité dépassant celle d'un voire de 2 mandats présidentiels, législatifs ou même municipaux. Alors, nous avons choisi de placer l'humain dans ces différentes dimensions au cœur de notre débat. Les enjeux environnementaux sont en effet souvent traités sous des angles techniques et technologiques, pour ne pas dire technocratiques, et les citoyens, les fameux humains, sont parfois laissés de côté, ce qui commence à mettre fortement en jeu la légitimité d'un certain nombre de mesures environnementales, par ailleurs indispensables. Alors, ce débat s'intitule « Changement climatique, transition écologique et l'humain dans tout ça ». Et pour en débattre, nous avons invité Alain Mestre, consultant du Syndex. Bonjour Alain. Bonjour. Bonsoir. Christophe Madrol, président du parti UCE, président de la commission biodiversité, mer et littoral, parcs naturels régionaux, risques, préparation du congrès mondial de la nature de la région sud. Bonjour Christophe. Bonjour. Gilles Penquin, qui s'exprimera à titre personnel lors de nos échanges. Vous êtes directeur de projet jumeaux numériques des territoires au CEREMA, qui est un établissement public d'État qui relève du ministère de la Transition écologique et du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Bonjour Gilles. Bonjour Élise. Alors, comme je le disais, cette émission est donc intitulée « Changement climatique, transition écologique et l'humain dans tout ça ». Et nos invités vont nous éclairer sur les enjeux globaux et territoriaux de ce changement en remettant l'humain dans ses dimensions sociales, économiques ou politiques au cœur du débat. Alors, je vous propose d'introduire par un regard sur la perspective mondiale ou planétaire de notre sujet au travers des négociations internationales dont on entend souvent parler depuis le sommet de Rio il y a 30 ans maintenant. Les mesures à prendre pour ralentir le changement climatique appliquent en effet une certaine forme de coopération internationale qui prend notamment forme dans les COP et récemment la COP 26. Alors, une première question que je vais poser à Christophe Madrol et à Alain Mestre, pourriez-vous nous dire ce qui en découle et quelles sont les mesures qui ont été décidées lors de la dernière COP et à quoi se sont concrètement engagés les États? Christophe Madrol, peut-être. Oui, merci. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la COP26 à part un ras-le-bol pour nous écologistes que les choses n'avancent pas assez vite et assez fortement? Même s'il y a eu, depuis 30 ans, vous l'avez rappelé, depuis Rio, des avancées, des prises de conscience, une volonté de nombreux États de traiter la question du réchauffement climatique, on se rend compte que les pays les plus polluants ne sont pas au rendez-vous de l'histoire. La Chine, aujourd'hui, est à la traîne. L'Inde n'aborde peu ou prou la question du changement climatique. Et nous avons vécu avec l'ère Trump un retour en arrière, puisque les climato-sceptiques de tout poil ont pris, avec Trump, avaient le vent en poupe. Donc, ce qui s'est passé à Glasgow, c'était de remettre un peu les pendules à l'heure, de faire un bilan d'où on en était depuis les accords de Paris, qui ont été quand même la pierre angulaire des engagements qui ont été pris par les États. Mais on peut dire
je ne dirais pas que Glasgow était un coup d'épée dans l'eau, mais on s'attendait à plus d'engagement de la part des États, même si la France et le président Macron ont tenté de faire bouger les lignes, on est encore loin du compte. Aujourd'hui, la situation est dangereuse pour la planète, est dangereuse pour l'humanité. On le voit sur les questions de migration liées au réchauffement climatique. On le voit sur les questions de transfert agraire entre les terres qui s'assèchent. On le voit sur les questions des incendies, on le voit sur les questions des raz-de-marée, on voit la question qui me tient à cœur du réchauffement de la Méditerranée et du bouleversement qu'il y a autour de cette région du monde. J'étais il y a quelques semaines aux Maldives en mission justement pour l'UICN. J'ai pu voir ce qu'il se passait, le réchauffement de 2 degrés, ça tue quasiment la totalité de la barrière de corail qui protège ces îles paradisiaques. Donc, c'est la question du tourisme qui est abordée. Donc, la question du tourisme, c'est la question sociale. Si on enlève le tourisme aux Maldives, il n'y a plus rien. Voilà, c'est toutes ces questions-là qui ont été abordées lors de la COP26, avec quand même un gros regret qu'on n'ait pas pu aller plus vite. Alain Maistre, à quoi se sont concrètement engagés les États, la COP26? Selon les logiques d'acteurs qu'on peut mettre en exergue, les différents acteurs n'auront pas les mêmes positions et les mêmes évaluations de l'accord de Glasgow, qui s'appelle donc en fait le pacte de Glasgow sur le climat. C'est un document de 11 pages qui, en gros, si on schématise, c'est le décret d'application pour mettre en œuvre l'accord de Paris de 2015. Alors, moitié vide et moitié plein, le verre. On ne peut pas être objectif sur l'évaluation, mais moi, si j'étais dans une démarche de dire, voilà, il y a du bon et du moins bon, je reprendrai la phrase du secrétaire général de l'ONU qui a dit cet accord reflète bien les intérêts, les contradictions et l'état de la volonté politique dans le monde d'aujourd'hui concernant la lutte contre le changement climatique. Quand même, il y a eu des résultats. Alors, moi, d'un point de vue dans la démarche dite transition juste qui était intégrée dans le préambule de l'accord de Paris sur le climat, il a été confirmé à 3 reprises dans l'accord de Glasgow, aussi bien sur la partie atténuation changement climatique que sur la partie adaptation, ce qui n'était pas gagné d'avance. D'autre part, on était avant l'accord de Glasgow sur une trajectoire plus 3,5, plus 4 degrés. Il y a une sorte de consensus des ONG qu'on est, si on applique strictement les décisions dans les 11 pages de ce document, on est revenu à 2,7. À partir du moment où on met en place strictement ce qui a été décidé, y compris sur les mécanismes nord-sud au niveau des mécanismes dits de développement propre dans les nouvelles versions. Et voilà, donc ça c'est le côté, entre guillemets positif. Puis il a un côté négatif évidemment, comme c'est tous les psychodrames qu'il y a eu dans les 2 derniers jours de la négociation. Au départ, on pouvait dire que c'était un accord ambitieux puisqu'il définissait des objectifs comment on peut dire de sortie du charbon et d'une manière générale des énergies fossiles à l'horizon 2050. Une sortie définitive, y compris des pays qui sont aux 3/4 ou même au 4/5 dans un mix charbon qui est la première cause de dérèglement climatique, comme la Chine, l'Inde. Et bien entendu, donc ça a capoté dans les dernières minutes. Mais bon, donc malgré tout, on garde quand même l'objectif de réduction progressive
du charbon dans les mix énergétiques mondiaux. Donc, voilà, donc ça, c'est quand même… Alors que dans l'accord de Paris, il n'y avait absolument rien. Le mot énergie fossile était interdit dans le texte de l'accord de Paris de 2015. Donc, voilà, donc… ça, c'est quand même la grande déception. C'est bien sûr sur le charbon. La grande déception, c'est aussi voilà, qu'il n'y a pas d'objectif juridiquement contraignant. Il n'y a pas de sanctions. Pour les États membres qui ne respecteraient pas les différents engagements qui s'appellent, donc on appelle ça donc, les contributions nationales des engagements. Pour l'Europe, eh bien, l'engagement qui a été mis sur la table à Glasgow, c'est une réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et une neutralité carbone d'ici 2050. Ce n'était pas gagné. Il y a encore un an, ce n'était pas du tout gagné que l'Union européenne aurait eu cet objectif juridiquement contraignant sur la table des négociations de Glasgow. Donc voilà, donc mi-figue, mi-raisin, certes. Et je finirai là-dessus, c'est ça que je trouvais ça assez dommage, c'est qu'à la différence de certains médias européens, en France, on n'a pas du tout parlé des accords sectoriels qui ont été adoptés à Glasgow, et notamment des accords dans certains secteurs industriels, avec des objectifs précis, des plans d'action et des coopérations au niveau technologique bas ou zéro carbone, notamment l'accord qu'il y a eu le 10 novembre sur l'acier, où toutes les grands industriels de l'acier, y compris le leader mondial ArcelorMittal, ont signé cet accord qui regroupe une centaine de pays. Il y a eu aussi des désaccords aussi sur le secteur chimique, sur le secteur des engrais, etc. Donc on ne peut pas dire que… voilà, moi je finirai, on ne peut pas dire… Maintenant, bien sûr, c'est portée limite de cet accord et comment maintenant on l'instrumentalise, on mobilise l'ensemble des acteurs, à la fois publics et les acteurs de la société civile, pour faire pression que ce qui a quand même été conclu in extremis à Glasgow soit mis en œuvre. Et notamment aussi bien au niveau des États membres qu'au niveau des territoires, parce que les enjeux territoriaux ont été un enjeu important aussi dans les négociations de Glasgow. Mais alors, peut-on réellement attendre quelque chose de ce type de négociation à moyen terme? Et est-ce encore le bon moyen pour avancer, Gilles Penka? Je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Christophe tout à l'heure concernant la déception. Donc, effectivement, pour ceux qui sont engagés dans ces sujets-là depuis très, très longtemps et dont on mesure l'urgence à mettre en œuvre des politiques de lutte contre le réchauffement climatique, évidemment, on ne va pas assez vite. Nonobstant tout ce qu'a dit Alain Mestre à l'instant, qu'il y a quand même un certain nombre d'avancées qu'il faut saluer. Moi, je voudrais juste relever quelques points pour éviter de reprendre ce qui a été dit précédemment. Moi, je remarque tout d'abord quand même quelque chose d'assez intriguant et surprenant, c'est que le fait que les États-Unis et la Chine, qui sont les deux plus gros pollueurs de la planète, ont annoncé qu'ils allaient travailler ensemble pour renforcer leur action climatique. Donc, c'est bien sûr une déclaration plus politique qu'une série de mesures concrètes qui sont annoncées, mais on voit bien à travers ça que à la fois Washington et Pékin ont choisi de s'entendre sur cette question cruciale, en dépit des tensions commerciales et géopolitiques qui les opposent. Alors, pour l'Europe, faut-il s'en inquiéter? Peut-être on y reviendra tout à l'heure. Je pense que oui. Il ne faudrait pas que nous soyons, nous, les bons élèves systématiques avec des engagements que nous prenons qui soient très, très forts, mais qui, j'allais dire, ne tiennent pas compte à la fois d'une mondialisation qui a tendance à plutôt valoriser ceux qui ne font pas d'efforts que ceux qui en font, sur le plan économique, on l'a bien vu. Et puis, il faut aussi se prémunir d'alliances, je dirais presque contre nature, qui pourraient potentiellement nous mettre en difficulté. Parce qu'au-delà des belles intentions, j'allais dire, de lutter contre le réchauffement climatique, qui est un enjeu, comme ça a été dit, crucial, mondial, fondamental, on pourrait y revenir. Néanmoins, il y a en sous-jacent les intérêts économiques, j'allais dire le positionnement de l'Europe, de la France et son devenir, sa souveraineté, et tout ça est très lié à tous ces sujets-là. Et donc, j'allais dire, les COP
sont des moments intéressants qui permettent aussi d'ailleurs à la société civile de s'exprimer, aux jeunes de bien comprendre que ce qui se passe et de pouvoir intervenir. En sous-jacent, il y a des tensions très fortes qu'Alain Mestre a évoquées à travers notamment du lobbying massif d'intérêts économiques qui sont touchés par les mesures qui sont proposées. Et donc, ce sont des sujets très importants qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. Alors, avant de continuer avec l'échelle locale, une musique particulièrement adaptée, une petite pause musicale, France Gall, la chanson d'Azima. C'est la vie qui s'en va, la faute à pas de chance, ou Dieu qui nous foudroie, et le désert avance, plus personne n'y croit, c'est notre déchéance, l'impossible combat. Changement climatique, transition écologique et l'humain dans tout ça. On en parle aujourd'hui avec Alain Mestre, consultant, Christophe Madrol, président du parti UCE, président de la commission biodiversité, mer et littoral, parcs naturels régionaux risques de la région sud, et Gilles Penquin, qui est directeur de projet jumeaux numériques des territoires au CEREMA, un établissement public qui relève du ministère de la Transition écologique et du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Alors, continuons avec la France, si vous le voulez bien. On a brossé un tableau à l'échelle internationale. Notre pays connaît aussi les effets du changement climatique et met en œuvre différentes mesures pour y faire face en métropole, comme dans ces départements et territoires d'outre-mer qui connaissent des risques particuliers. Quels sont les effets du changement climatique les plus marquants dans l'Hexagone ? Toutes les régions, départements, territoires sont-ils concernés de la même manière, Gilles Penquin? Alors, la réponse va être non, c'est-à-dire tous les territoires ne sont pas égaux face au réchauffement climatique, que ce soit à la fois dans les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre, puisque vous avez des territoires très urbanisés, très industrialisés, avec énormément de flux de personnes et de biens, pour lesquels, les efforts à consentir en matière de réduction de mobilité carbonée vont impacter beaucoup les territoires et ces activités économiques. A contrario, d'autres territoires, peut-être plus ruraux, où les enjeux sont de moindre importance. Donc, on voit bien qu'il y a une inégalité et une moins grande urgence pour certains territoires à devenir neutres en gaz à effet de serre. En ce qui concerne l'adaptation, c'est un peu la même chose, mais ce n'est pas forcément les mêmes territoires. C'est-à-dire que selon que vous soyez au nord, au sud, dans des plaines ou en montagne, bien évidemment, le réchauffement climatique ne va pas vous impacter de la même manière. On voit bien que les régions du sud, où vit notamment Christophe Madrol, connaissent des canicules de plus en plus importantes. En montagne, on va avoir des problèmes aussi d'activités économiques liées à la diminution de l'enneigement. Il va falloir remplacer par des activités d'été. Dans le nord, nous, on a plus d'inondations. Donc, on voit bien que chaque territoire va être impacté différemment selon sa géographie et puis selon son organisation économique. Ce qui veut dire que, pour moi, on y reviendra, je pense, c'est à l'échelle des territoires que doivent se penser des politiques vraiment d'aménagement, je dirais, durable du territoire qui intègre ces questions climatiques qui sont cruciales, comme on vient de le dire. Mais il appartient aussi à l'État de pouvoir accompagner le mieux possible les territoires les plus fragiles, les moins argentés, je dirais, qui seront peut-être les plus impactés, pour qu'il y ait une sorte d'égalité républicaine dans la manière dont les uns et les autres vont pouvoir contribuer à la transition climatique que tout le monde appelle de ses voeux. Et alors, je voudrais que Gilles Penquin nous refasse un point sur la question de la montée des eaux et de la submersion des îles. Donc, ça, effectivement, c'est un des sujets, alors, j'allais dire, qui vient à l'appui de ce que je disais, c'est-à-dire que certains territoires vont avoir vraiment des dommages bien plus importants que d'autres en matière d'adaptation au changement climatique, et en ce qui concerne notamment une partie du littoral français qui va effectivement être soumis à des évolutions fortes du niveau marin. Juste quand même, pour ne pas donner trop de chiffres, mais quand même le niveau de la mer
augmente plus vite ces 100 dernières années que depuis les 6000 années précédentes. On peut dire que 40% de cette élévation des eaux peuvent être attribuées à une augmentation de la température de l'océan et sa dilatation. Donc, il y a un enjeu aussi du coup de réduire le réchauffement climatique parce que ça contribue aussi à la fois à la fonte des glaces, bien évidemment, mais aussi à la dilatation de la mer qui se réchauffe et à l'augmentation du niveau marin. L'objectif, c'est quand même d'essayer de faire en sorte qu'en 2100, on ait une augmentation de 40 cm du niveau marin. Ça paraît peu, mais c'est déjà considérable. Avec un réchauffement à 3 ou 4 degrés, c'est près d'1 mètre d'augmentation du niveau marin que l'on risque de subir. J'invite les auditeurs à regarder tous les sites de simulation de l'évolution du niveau marin et vous allez voir que à ces hauteurs, des pans complets du territoire national, à peu près 20% des côtes nationales vont subir des dommages considérables et avec des rentrées dans les terres qui vont être très, très importantes. Donc, c'est un sujet qui est devant nous, qui va être très, très lourd, très important et qu'il va falloir bien évidemment anticiper le plus possible, ce qui commence à entrer dans le scope de nos décideurs locaux, dont certains savent que leurs territoires vont être condamnés à plus ou moins court terme. Je pense par exemple, moi qui suis originaire du nord de la France, eh bien, tout le secteur Dunkerque-Calais risque d'être totalement submergé. Tous les entrées de fleuves, etc., j'allais dire la Seine et autres, risquent elles-mêmes d'être inondées. Donc là, il va falloir avoir des stratégies d'anticipation de déplacement de population qui vont poser de très, très lourds problèmes. Bien évidemment, je vous laisse imaginer les gens qui ont du patrimoine et parfois du patrimoine récent qu'il va falloir détruire ou en tout cas abandonner dans un temps plus ou moins proche. Ou en tout cas, on ne pourra pas le laisser à ses enfants, ce qui est parfois la stratégie d'un certain nombre de familles d'acquérir des biens en bord de mer pour leurs enfants. Tout ça va être rebalayé. Ça va du coup questionner aussi la responsabilité des décideurs locaux de laisser construire des choses actuellement dans tout un tas d'endroits qui seront submergés dans 20 à 30 ans. Et donc, voilà, c'est toute une politique d'aménagement du littoral qu'il faut penser. Bon, là, côté ministère français de la mer et du ministère de la Transition écologique, ces sujets sont extrêmement bien perçus. Mais j'allais dire, on a le sentiment que tout ça est loin devant nous, mais on va très vite se faire rattraper par ces questions-là, et notamment même sur le plan juridique, où on peut imaginer qu'il y aura de plus en plus de procès intentés au pouvoir public s'ils ne prennent pas les dispositions par rapport à ces submersions marines qui vont poser aussi d'autres problèmes. On parlait tout à l'heure de l'accès à l'eau, c'est qu'on voit très bien que les nappes phréatiques dans plein d'endroits vont être elles-mêmes recouvertes au départ temporairement avec des grandes marées et ensuite de manière permanente. Et donc, ça va aussi se poser la question de la disponibilité en eau d'un certain nombre de territoires, la mobilité aussi, puisque les routes sont dans les fonds de vallée qui vont être inondées. Voilà, autant de gros problèmes qu'il va falloir affronter très, très rapidement. Alors, ces changements sont connus depuis des décennies et pris en compte depuis plus de 30 ans par les politiques publiques. Et l'on parle de plus en plus de transition énergétique ou de croissance verte. Alain Mestre, mais de quoi parle-t-on concrètement lorsqu'on parle de transition et en particulier de mix énergétique? Alors, si on raisonne au niveau territorial, ça veut dire concrètement, si on prend la France, l'exemple des centrales charbon qu'on va devoir fermer, puisque le président de la République s'est engagé que les 4 centrales charbon en France soient fermées d'ici la fin de son mandat, c'est-à-dire Cordemais, Gardanne, Saint-Avold, Le Havre, c'est concret. Donc derrière, c'est à peu près 2000 travailleurs qui vont perdre leur travail. À partir du moment où, bien entendu, on estime que le charbon, c'est la cause mondiale numéro 1 du dérèglement climatique. Mais alors ça, c'est les risques. Après, il y a les opportunités au niveau territorial. Le mix énergétique, au niveau territorial, si on se met en conformité avec notre objectif européen des 55% de réduction de gaz à effet de serre, il va falloir foutre le paquet dans la rénovation énergétique des bâtiments et des logements. Il va falloir, évidemment, au niveau des transports, développer les transports doux, les circulations douces. Et là, effectivement, c'est un partage de compétences entre l'État et les collectivités
territoriale. Et donc, voilà, mais ces enjeux-là, derrière, il y a des enjeux à la fois économiques, mais des enjeux aussi sociaux. Parce que pour finir sur l'exemple des centrales charbon, il y a des fonds européens qui vont être alloués à la France, donc dans le cadre du Fonds européen de transition juste, qui vont permettre à ces travailleurs justement de retrouver du travail dans le cadre de nouvelles activités sur les mêmes bassins d'emploi. Donc la question, c'est comment on définit, on met en œuvre des outils et des dispositifs de gestion prévisionnelle des emplois, des compétences au niveau territorial pour permettre à ces travailleurs qui vont effectivement être impactés par la nécessaire fermeture, par exemple, des centrales charbon dans ces 4 bassins d'emploi que j'ai cités. Voilà, c'est ça un énorme enjeu où les acteurs territoriaux doivent coopérer activement avec l'ensemble des acteurs, les partenaires sociaux, territoriaux, nationaux et avec l'État pour justement que ces personnes ne soient pas lésées. Alors, qu'en est-il des mix transport doux, Christophe Madrol? Qu'est-ce que concrètement la transition et la transition en termes de transport? Eh ben, c'est ce que vient de dire Alain. Aujourd'hui, toutes les collectivités réfléchissent à baisser leur consommation CO2. Donc, on passe à l'hydrogène, on réfléchit au covoiturage, on réfléchit à des modes de transport collectif plus appropriés en ville. À la campagne, on est en train de réfléchir à des bus de ramassage à d'autres énergies que le diesel ou l'essence traditionnelle. Voilà, on essaye de réfléchir à tout ça. On en est là au niveau des transports en commun. On voit que les grands fabricants s'y mettent enfin. Il a fallu du temps parce qu'avec mon copain Penquin, on travaille sur la question de l'hydrogène depuis 7-8 ans. On en avait déjà parlé avec Alain. On sait que l'hydrogène a un avenir. Quand on parlait de l'hydrogène avec Tristan Motanicard, Gilles Penquin, Alain, etc., un certain nombre de fadas qui portaient ça au niveau des ministères, les ministères nous claquaient la porte au nez en nous disant « mais c'est quoi il y a ma fille qui arrive en même temps, excusez-moi, c'est les joies du télétravail. Les ministères nous claquaient la porte au nez et nous prenaient pour des fadas. Non, Gilles, c'était… Et aujourd'hui, on voit bien que l'hydrogène est en train de se développer partout. Et j'espère que la France va garder son lead vis-à-vis de ça. Alors, pour faire court, je voudrais poser une question à la fois à Gilles Penquin et une à Christophe Madrol. La première question de la transition globale est-elle possible ou doit-elle faire l'objet de mesures spécifiques pour chaque territoire? Et la deuxième question que je voudrais vous poser, et il faut que ce soit assez bref, dans les réponses, quelle gouvernance pour la transition énergétique? Quel est le niveau de décision qui est selon vous le plus adapté? Gilles Penquin. Alors, la transition globale est-elle possible? Elle doit se faire. C'est-à-dire qu'on a une obligation ardente à avoir changé de nos modes de vie le plus rapidement possible et d'ici 30 ans, d'être sur un autre paradigme, pour employer un mot un peu savant, en fait, sur une autre vision du progrès et de notre développement économique. Je l'ai un peu évoqué avec le fait qu'on est actuellement dans une mondialisation où on fait des échanges permanents de biens et de services. Et là, on voit bien qu'il va falloir, au nom des contraintes notamment énergétiques, et de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, revoir tout ça. On doit changer très vite. Le problème, c'est qu'il faut avoir, c'est-à-dire pour les élus, c'est un vrai sujet, parce que bien souvent, ils se trouvent assez désarmés face à cette obligation ardente de changer, mais après, chacun se dit, mais qu'est-ce que je dois faire en priorité? Qu'est-ce qui peut attendre, etc. Donc, c'est là où, justement, à la fois, l'État, tout un tas d'établissements publics, des associations, mais aussi des élus comme Christophe, et il y en a de plus en plus dans l'Hexagone, eh bien, apportent avec les citoyens des solutions pour essayer de tracer un chemin qui, le plus rapidement possible, j'insiste là-dessus, nous permette de changer. Donc,
Les territoires sont de plus en plus conscients de la nécessité de s'engager dans cette politique. Certains ont un peu plus de mal à s'y engager parce qu'effectivement, ça n'est pas dans le scope notamment même de leurs électeurs. Et ils se disent, ben, dans le cadre de mon mandat, je ne vois pas pourquoi je ferai des choses qui vont impacter mon territoire dans 10 à 20 ans. Alors qu'il me semble que c'est quand même de la responsabilité, et ça sera de plus en plus une responsabilité de l'ensemble de nos acteurs, notamment élus, de prendre les bonnes dispositions au bon moment. Maintenant, il faut effectivement que la puissance publique accompagne au maximum, et l'établissement public dans lequel je travaille, le CERAMA, a vocation notamment à accompagner les collectivités territoriales dans la mise en œuvre de ces politiques. Alors, Christophe Madrol, vous êtes élu. Quelle gouvernance pour la transition énergétique? Je partage complètement ce que dit Gilles. Quand j'ai pris ce mandat de conseiller régional, vice-président et président de la commission biodiversité à la région Sud, j'ai été effaré par la non-connaissance de mes collègues élus concernant la question de la transition écologique. Ils ont une volonté, ils entendent dans les médias la nécessité de faire la transition écologique, ils voient les directives européennes, mais ils sont strictement incapables de mettre en place des plans liés à la question de la transition énergétique ou la transition écologique. Et je le regrette, j'étais l'autre jour à la réunion des régions de France, qui est la commission biodiversité qui est présidée par Gilles Simeoni, le président de la région Sud, de la région Corse. Et Gilles, qui est un bon copain, me disait que dans toutes les rencontres qu'il a aujourd'hui au niveau régional, les 3/4 des élus inspirent à des formations liées à leur demande de vouloir agir sur le terrain, mais ils ne savent pas comment faire. Et c'est une de mes priorités aujourd'hui, c'est d'essayer avec le CEREMA, merci Gilles de l'accompagnement que tu fais aussi sur les territoires, avec tes équipes, c'est avec le CEREMA, avec les ministères, de mobiliser les élus pour qu'ils prennent les bonnes décisions sur leur territoire. Les bonnes décisions, ça veut dire, par exemple, avec l'Association nationale des élus du littoral, à l'ANEL, où construire aujourd'hui à la vue de la montée des eaux, par exemple. Ou c'est pourquoi aujourd'hui, quel projet, tout à l'heure Alain parlait de Gardanne, quel projet nous allons construire à Gardanne dans le cadre de la transition écologique de cet espace de mine où il y a 2500 personnes qui vivent directement de l'extraction du charbon. Ou c'est, pareil, dans les montagnes, la question de l'enneigement. On voit qu'avec le réchauffement aujourd'hui, il fait entre 14 et 16 degrés en ce moment dans les Alpes. Les canons à neige marchent à fond et donc on prend de l'eau, on le transporte à neige. Donc il y a un problème d'eau par rapport à ça. Tout ça, les élus sont prêts à l'entendre, quel que soit leur bord, sincèrement. Mais il manque de formation et il manque d'accompagnement de l'État par rapport à ça. Et on va continuer sur l'aspect humain qu'on a commencé à aborder. Une petite pause musicale avec Jean-Louis Aubert, les lépidoptères, pour parler un peu de biodiversité. Les lépidoptères, les coléoptères, tu peux les laisser voler, ça craint pas. Les chats, tu peux les caresser, tu peux les faire entrer, eux ils aiment ça. Les lions, les panthères sont malheureux loin de leur terre, tu devrais les plaindre, c'est la misère. C'est des vautours dont il faut te méfier, ils te tournent autour et sont sans pitié. Ils sont comme nous, ils nous ressemblent trop, ils surveillent ton goûter, veulent te le bouffer. Ils se posent sur ton épaule, ils se poussent de l'épaule et ils se traînent à tes pieds, il faut te méfier. Pour la dernière partie de l'émission, je vous propose de répondre à la question « Et l'humain dans tout ça ?» Au-delà de la technique, les mesures à prendre concernent avant tout l'humain dans ses dimensions sociales, économiques, politiques et culturelles. La transition écologique, si indispensable, nous oblige à des changements de mode de vie, économiques, sociaux. Comment ceux-ci sont-ils perçus et acceptés et comment en faire un levier de développement économique et humain ? Alors, la transition écologique est-elle réellement un levier de développement humain à la Mestre ? Quelle perspective en termes d'emploi et de lien social ? Alors ça, c'est un enjeu très important sur lequel j'ai travaillé
depuis une peine d'ailleurs agile donc sur les questions de impact emploi compétences des politiques et des mesures en termes de transition énergétique. Et on se rend compte que le niveau territorial va être un peu très important, à condition qu'on le croise avec le niveau entreprise, secteur et territoire. Alors là, j'insisterai sur les lignes directrices de l'Organisation internationale du travail sur la transition juste, qui est intégrée d'ailleurs dans l'accord de Paris, qui est pris en compte par l'accord de Paris et par l'accord de Glasgow. C'est la nécessité de raisonner pour qu'aucun travailleur, aucune personne ne soit laissée pour compte, pour mettre en œuvre toutes les politiques et les mesures efficaces en matière de transition écologique et énergétique. Il y aura des gagnants et des perdants, il ne faut pas se cacher. Il y aura des risques et des opportunités à gérer et à maîtriser. Et sur le plan social, le concept et la stratégie, la démarche de la transition juste, telle qu'elle a été définie par l'Organisation internationale du travail, donc en 2015, les lignes directrices, est absolument un bon instrument qui est d'ailleurs intégré dans tous les plans territoriaux de transition juste de l'Union européenne, à la fois au niveau de ses résultats qu'au niveau de ses processus. Et rapidement, au niveau des résultats, ça veut dire un nouveau paysage social et de l'emploi dans le cadre d'une économie décarbonée. Et ça veut dire, au niveau des résultats aussi, un travail décent au sens de l'OIT, un travail décent pour tous au sein d'une société inclusive avec éradication de la pauvreté. Et au niveau des processus, ça, c'est comment y parvenir. Et là, le processus est très important parce que là, quand on raisonne par exemple au niveau d'un territoire, ça t'est rappelé tout à l'heure, c'est évidemment comment on mobilise l'ensemble des acteurs pertinents pour mettre en place ces dispositifs, ces outils pour optimiser la création d'emplois nets et minimiser les destructions d'emplois. Et puis surtout, un autre enjeu, c'est faire muter tous les emplois existants dans cette démarche de transition écologique et énergétique. Et le processus, ça doit reposer sur une transition bien gérée, avec un dialogue social constructif à tous les niveaux, et tout particulièrement au niveau des bassins d'emploi, pour veiller à une juste répartition des charges et s'assurer que personne ne soit laissé pour compte. Donc, j'insisterai sur le fait que l'ensemble des acteurs, qu'ils soient économiques, sociaux, environnementaux, doivent absolument s'approprier, et peut-être d'ailleurs que pour rappeler ce qu'a été dit tout à l'heure, l'enjeu de la formation aussi bien des fonctionnaires nationaux, territoriaux, la formation des agents économiques et sociaux et environnementaux sur ces enjeux de transition juste. Sinon, on risque vraiment d'avoir des risques, sinon déjà politiques, mais aussi bien sûr des risques énormes en termes d'acceptabilité sociale et sociétale de ces politiques et mesures de transition écologique et énergétique pour, bien sûr, pour sauver la planète, pour qu'au moins qu'on ne dépasse pas les plus 2 degrés, tel qu'est défini par l'accord de Paris. Vous parliez de transition juste. On aurait pu parler également des questions de santé, de culture. Vous évoquez la question de l'acceptabilité. Alors, ces mesures sont-elles réellement souhaitées et comment peut-on évaluer leur degré d'acceptabilité sociale? Christophe Madrol, le mouvement des Gilets jaunes est parti de la hausse de la taxe sur l'essence. Comment analysez-vous cette crise a posteriori et doit-on s'attendre à de nouveaux mouvements sociaux en réaction à ce type de mesures? Sur la question, est-ce que nous allons vivre des jours compliqués? Oui. Il faudra partager les richesses parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il va y avoir de plus en plus de migrants. Il faudra partager les territoires, il faudra partager sa maison, il faudra partager les richesses qu'on essaye de construire. Je ne suis pas un optimiste aujourd'hui. Je suis plutôt pessimiste parce que même s'il y a des mesures qui sont prises, le monde est comme il est. J'entends mes amis écolos comme les cabris qui sautent, et quand j'entends Mme Rousseau ou M. Jadot sauter en permanence pour pouvoir faire la révolution écolo, très bien. Mais je n'y crois plus une seconde. Je pense que c'est trop tard. Je pense que nous allons vivre des migrations de masse, que nous allons vivre un réchauffement climatique important
La Méditerranée, dans 50 ans, risque de devenir une mare sans plus rien de vivant à l'intérieur. Et je pense qu'il est trop tard. C'est tout, je pense qu'il est trop tard. Donc, nous allons vivre des affrontements, nous allons vivre une montée des extrémismes, nous allons vivre une société qui va être très loin d'être apaisée, très, très, très loin d'être apaisée. Alain Mestre, peut-on changer autrement que par la contrainte, notamment fiscale ? Alors là, oui, c'est un vaste sujet puisque ça pose la question de l'ensemble des politiques et des mesures pour à la fois obtenir bien sûr de réduire les gaz à effet de serre, mais aussi s'adapter aux effets du changement climatique et dans la justice sociale. On l'a vu bien sûr avec la crise des Gilets jaunes, ça posait la question et pour autant une majorité de Gilets jaunes n'était pas forcément contre la lutte contre le dérèglement climatique, sauf qu'ils voulaient y intégrer, bien sûr, la justice sociale dans la justice climatique. Donc, alors après, c'est comment on fait. C'est vrai que c'est compliqué, puisque après, ça pose la question, est-ce que l'instrument fiscal, c'est l'instrument le plus efficace pour obtenir la transition écologique? C'est pas sûr, parce que ça pose la question, au-delà des aspects des collectes de fonds, bien sûr, pour assurer bien sûr comment financer l'intérêt général. Est-ce que la fiscalité comportementale notamment, parce que là c'était ça l'enjeu, est-ce que la fiscalité c'est l'instrument idéal pour faire changer les comportements des citoyens, sachant que ça a été rappelé dans différents débats médiatisés que les citoyens ne contribuent qu'un quart de la responsabilité du dérèglement climatique. Donc les États membres, les collectivités et les entreprises se partagent les 3/4. Donc, c'est ça que posait la question des Gilets jaunes, que posait comme question les Gilets jaunes sur comment on met en synergie la justice climatique et la justice sociale. Alors après, moi, personnellement, je fais partie de ceux qui ne sont pas favorables à une taxe carbone, parce que la taxe carbone, il y a d'autres moyens pour réduire les gaz à effet de serre et pour optimiser la transition écologique et énergétique. Je ne suis pas non plus hyper technologisant, parce que certains pensent que c'est par les différentes filières technologiques produits process qu'on va sauver le climat. Mais voilà, donc c'est tout un débat. Mais je pense que les Gilets jaunes, vous n'avez pas forcément les bonnes réponses. Bien sûr, au-delà des aspects où là que je condamne fortement, c'est la violence. Mais poser les bonnes questions. Ça pose la question de trouver d'autres mesures, d'autres instruments que la fiscalité carbone, notamment, ou toute fiscalité environnementale, pour ne serait-ce qu'assurer les investissements produits process pour réduire les gaz à effet de serre et aussi pour s'adapter aux effets du changement climatique. Voilà, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Alors, Gilles Penquin, peut-on changer autrement que par la contrainte, et en particulier fiscale ? Et je voudrais vous demander aussi si on peut réellement conjuguer transition écologique et justice sociale. 2 questions. Je vais aller un peu dans le prolongement de ce qui vient d'être dit. Moi, je pense que les contraintes écologiques et économiques qui vont avec portent, comme le disait Alain, sur les plus pauvres. Je prendrai, vous évoquiez tout à l'heure la question des Gilets jaunes. Au moment où il y a eu effectivement l'idée d'un grand débat national, à partir d'algorithmes et de modèles numériques sur lesquels je travaille, on a sorti la carte des précaires énergétiques liés au logement, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas en capacité, compte tenu de leurs revenus, à payer l'énergie pour leur chauffage ou leur climatisation. Et on avait aussi la carte de la mobilité subie des précaires. Et donc, quand je mettais la carte des précaires énergétiques liés au logement, la carte des précaires énergétiques liés à la mobilité, et si je mettais la carte où se situaient les gilets jaunes, comme par magie, c'est que les 3 se superposaient parfaitement. Et en fait, on voyait bien que tout où se trouvaient les gilets jaunes, c'était là où étaient les plus grands précaires énergétiques. Donc, on voit bien que l'enjeu
là de la transition écologique, juste pour reprendre la terminologie qu'employait Alain Mestre tout à l'heure et qui est celle que reprend la COP26 en particulier, c'est effectivement d'avoir une justice sociale. Et pour moi, ça passe d'abord quand même par une fiscalité redistributive, parce que pour le moment, ce sont les pauvres qui payent proportionnellement bien plus que les riches, et qu'un certain nombre d'activités économiques qui, par le jeu, j'allais dire, de filiales dans des pays à fiscalité moins importante, eh bien, ne rendent pas au pays ce qu'il devrait faire. Et donc, moi, je pense que cette fiscalité est indispensable, elle doit être repensée, elle doit être beaucoup plus juste et elle doit, du coup, contribuer à soulager la précarité énergétique des plus pauvres qui sont en première ligne face aux enjeux de réchauffement climatique. Alain Mestre, peut-on réellement conjuguer transition écologique et justice sociale ? Oui, moi je pense que c'est tout à fait possible. Maintenant, encore faut-il qu'il y ait un volontarisme politico-institutionnel dans cette affaire. Et puis surtout, et là en France, c'est vrai qu'il y a une certaine faiblesse, c'est dans la gouvernance. Parce que ce n'est pas le tout de régler le problème déjà du financement. Bon, il y a une opportunité aujourd'hui, c'est le plan de relance européen, c'est le pacte vert européen. On le voit déjà à travers des projets de reconversion en France qui sont cofinancés par des fonds européens et par la Banque européenne d'investissement. Donc, ce n'est pas une question forcément de financement. Il y a aussi une question de monter les bons projets, dits de transition juste, à travers, et d'ailleurs, il y a un consensus au niveau européen pour que l'optimisation de ces projets de transition dédiés transition juste soit mis en œuvre au niveau des territoires. Et là, ça pose la question comment, dans la gouvernance, on mobilise l'ensemble des acteurs nationaux, territoriaux, les partenaires sociaux au niveau territorial, au niveau national, au niveau de secteurs et de filières. Tous ces acteurs doivent être mis autour de la table, de savoir travailler ensemble, de savoir dialoguer ensemble, de monter les dispositifs et les outils appropriés pour qu'on optimise la création d'emplois et qu'on minimise les destructions d'emplois et surtout qu'on fasse en sorte, parce qu'il y a aussi un enjeu, il y a un troisième enjeu très important dans cette affaire, c'est faire muter les emplois existants. Ce qu'on appelle les emplois verts ou verdissants. Ça, c'est un enjeu considérable. Donc, et c'est pour ça que cette démarche de transition juste, ce n'est pas par hasard c'est vrai qu'à l'origine, il y a plus d'une vingtaine d'années, ce sont les organisations syndicales au niveau européen et au niveau international qui sont mobilisées pour que ça soit intégré dans les institutions internationales. Mais maintenant, ça a été intégré dans l'accord de Paris, ça a été intégré dans le pacte vert européen, ça a été intégré dans notre politique nationale. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Et ce n'est pas que les aspects financement qui pêchent dans cette affaire, c'est surtout la question de la gouvernance et aussi la formation, pas forcément les formations des travailleurs concernés, mais aussi des acteurs économiques, des acteurs jusqu'aux fonctionnaires des administrations publiques nationales et territoriales, et en passant bien sûr par les dirigeants d'entreprises, des organisations syndicales et des ONG. Il faut qu'ils soient formés pour permettre à ce que cette transition juste, qui est définie très précisément par des lignes directrices de l'OIT et qui sont définies aussi par les mécanismes européens de la transition juste, soit mis en œuvre. Sinon, on risque d'avoir déjà des risques quand même conséquents de casse sociale et de graves conflits sociaux, mais aussi d'une déstabilisation de notre démocratie. Christophe Madrol, donc dernière question. Peut-on réellement, selon vous, conjuguer transition écologique et justice sociale ? Vous disiez tout à l'heure que vous étiez pessimiste. Moi, je partage complètement ce que vient de dire Alain. Et j'aimerais, j'en rêverais, mais je n'y crois pas. Le capitalisme nous a amené à une forme d'individualisme. Aller dans le sens de l'espérance, ce serait une réflexion complète sur notre civilisation,
non pas simplement française, non pas simplement européenne, mais mondiale. En gros, c'est la question du partage, c'est la question de nouvelles solidarités, c'est la question du construire ensemble, c'est la question des projets fédérateurs. Et même si, comme a dit Alain, les moyens, il y a, l'Europe abonde financièrement sur les projets, il y a peu ou prou de volonté politique internationale de pouvoir construire ce monde d'après qui nous avait fait tellement rêver au moment du premier confinement. On avait vu le monde d'après et on avait tous fantasmé sur le monde d'après. On s'était tous rêvé d'autre chose et on a vu que le monde d'après était voire pire que le monde d'avant puisque dans le monde d'avant, il n'y avait pas un Zemmour, mais dans le monde d'après, il y a un Zemmour qui est à 17%. Vous voyez, donc on est dans un jeu qui est très compliqué. Oui, je suis pessimiste parce qu'on parle à des gens ce soir qui sont des gens éclairés. Oui, je crois qu'il y a nécessité de former les élus, les hauts fonctionnaires, leur expliquer l'intérêt économique, parce que la transition écologique crée de l'emploi, comme l'a dit Gilles ou Alain. Les financements existent, mais après, il y a la volonté politique, et la volonté politique, elle se confronte à la question du rapport au libéralisme, du rapport à l'égoïsme, du rapport au capitalisme. Donc, ou au communisme d'ailleurs, qui est un autre modèle, on a vu ce que ça a donné. Donc, sans volonté politique, on n'arrivera à rien. Voilà, on n'arrivera à rien parce que la question que la transition écologique, que la transition énergétique nous pose aujourd'hui, c'est un nouveau modèle civilisationnel. Et ce modèle civilisationnel, il faut qu'on l'assume collectivement. Et déjà, ces deux termes de modèle civilisationnel, on n'est pas tous d'accord. Et pour l'assumer collectivement, il faudrait savoir construire du collectif. Et au niveau politique, on en est très, très, très loin. Alors, toute dernière question, un mot pour chacun d'entre vous pour finir. Sous l'égide de quel mot envisagez-vous un futur souhaitable? Gilles Penquin. Un mot, solidarité, s'il fallait en donner qu'un, mais je rejoins ce que disait Christophe Madrol à l'instant. C'est un vœu pieux. Je crains que effectivement les individualismes, j'allais dire personnels et ceux des nations, mettent à mal, j'allais dire toute la pensée des Lumières. Je pense que tout à l'heure Christophe évoquait, ce ne sera pas en un mot, hein, parce que Christophe évoquait les migrants qu'il va falloir accueillir. Je crains malheureusement, et c'est ce que je dis à mes étudiants, je dis, vous savez, si vous n'avez pas de travail, faites maçon, parce que des murs, on va en construire beaucoup. Et donc, plutôt que d'aller vers une société éclairée, je crains que c'est plutôt l'obscurantisme qui nous attend. Donc, mais il faut lutter contre ça. Là, l'élection présidentielle à venir va effectivement poser, me semble-t-il, toutes ces questions pour lesquelles, j'allais dire, ça va pas être simple collectivement de tomber du bon côté, du côté de la lumière plutôt que de l'obscurité. Merci. Alain Mestre. Moi, je reprendrai, le concept et la stratégie, la démarche de la transition juste sur le plan social et sur le plan sociétal pour réconcilier justice environnementale, justice climatique et justice sociale. Pour moi, c'est plus qu'un concept, c'est une philosophie, c'est une stratégie pour arriver à un monde apaisé tout en assurant cette nécessaire transition vers du zéro carbone tout faire pour que la planète ne dépasse pas les plus 2 degrés, voire même qu'on atteigne les plus 1,5 degrés, qui est quand même l'objectif mondial des Nations Unies pour éviter quand même un cataclysme, tout en assurant une cohésion sociale et sociétale. Christophe Madrol. Humanisme, sexe et whisky. Je résume ce que je vous ai dit tout à l'heure. Humanisme, parce qu'il faut qu'on reste humaniste vis-à-vis de l'avenir.
faisons l'amour le plus possible et le plus souvent possible. Et continuons à boire des coups entre copains et copines, parce que c'est dans la fraternité qu'on arrivera peut-être à trouver la lumière. Alors, je voulais vous remercier tous les trois. Un merci particulier à Christophe Madrol. Vous avez honoré votre engagement auprès de nous alors que vous êtes en deuil au nom de la Grande Loge Mixte de France. Permettez-moi de vous présenter nos sincères condoléances. Merci. On pense à toi, Christophe. Et merci vraiment d'avoir accepté et d'avoir honoré cet engagement. Merci à Gilles Penquin et à Alain Mestre. On se quitte avec Tracy Chapman, The Rape of the World. Merci à tous. Mother of us all, place of our birth.